Je peux être la... dit je suis la non, lumière. Non mais d'accord. Vous parliez de caricature, c'est votre droit le plus complet, mais là vous en faites non, une. mais Il a dit quand c'est nuit noire et qu'il n'y a rien au bout du tunnel, il faut une lumière. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Merci à vous d'être là. Je précise avant de commencer l'interview qu'on avait nos masques, qu'on les a enlevés juste avant, qu'il y a du gel hydroalcoolique, qu'on est à 1 mètre de distance, bref, on est bien. Quelle époque on vit quand même? On va finir par faire un coma hydroalcoolique. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est une époque incroyable qu'on est en train de vivre là. C'est pesant. C'est pesant parce qu'on voit bien que le pays a l'air d'être enfermé durablement dans une situation où on a la crise sanitaire, ses conséquences. Beaucoup de gens ont des proches qui sont touchés ou des personnels soignants qui sont dans leur famille, dans leurs amis, qui sont en première ligne face à ce virus. Il y a les conséquences sociales aussi. On sait que la pauvreté s'étend dans le pays comme rarement. Le Secours populaire nous a dit récemment qu'on atteint des records de pauvreté jamais atteints depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a des faillites en cascade. Bref, c'est une situation pesante et puis en plus, épisodiquement, on a les attentats. Donc c'est sûr que la période est en quelque sorte inquiétante et puis surtout on peine à voir une perspective, c'est-à-dire on a le sentiment que la situation est hors de contrôle, y compris par l'équipe qui dirige, qui a cessé de donner des ordres et des contre-ordres. Donc déjà dès le début, on attaque l'équipe qui gouverne, vous commencez par ça. Je pense que c'est important de le dire parce que la situation, le point auquel nous en sommes rendus aujourd'hui, il n'est pas simplement le fait du virus. Bien sûr il y a le virus, mais il y a aussi les décisions politiques qui ont été prises ou parfois qui n'ont pas été prises. Regardez par exemple, là on vit un nouveau confinement. Est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait que s'il y a reconfinement, c'est que l'étape d'avant, le déconfinement, a été raté. Partout en Europe alors. On peut s'accorder sur ce fait. Il y a des endroits où ça marche mieux que d'autres, il faut apprécier la situation. Le virus, l'épidémie est grave, je commence par dire ça. Oui, de fait, elle est grave. Mais on a eu quand même une équipe qui au départ nous a expliqué que le masque était faussement protecteur, inutile, qui aujourd'hui, et sûrement à raison, nous oblige à le porter. On a vu que la gestion de la crise d'un point de vue logistique a été extrêmement difficile au début. On nous a présenté donc Monsieur Castex comme Monsieur Déconfinement, mais moi je le dis, si on doit reconfiner aujourd'hui, c'est bien que les choses n'ont pas été réalisées. Il y a plein de choses qu'on aurait pu faire. Hein. Ouais. Nous, vous savez, à la France Insoumise, on a commencé à aborder la crise sanitaire en se disant on va se positionner comme si nous étions en situation de gouverner. On ne va pas tirer sur l'ambulance, on va leur faire des propositions. 11 propositions de loi, 5 plans complets dont un plan de déconfinement, 4 guides, 180 pages de commissions parlementaires. Ils ont tout balayé d'un revers de la main. C'est-à-dire qu'ils décident seuls, de manière de plus en plus opaque. Maintenant, c'est le Conseil de défense. Et puis surtout, on voit bien, ils ont reconfiné, mais le reconfinement actuel, il est incohérent. Parce que personne ne comprend que d'un côté, on empêche les petits commerces de fonctionner, alors que tout le monde s'accorde à dire que dans un petit commerce, on peut avoir un protocole sanitaire qui permet de limiter la circulation. Par contre, tous les matins, quand vous prenez les transports en commun, si vous le faites, vous le voyez comme moi, on s'entasse dans les transports en commun, et là, bizarrement, on ne dit pas qu'on risque de se contaminer. Donc finalement, ça met en cause même la discipline sanitaire, qui est nécessaire. Vous respectez le confinement, vous? Du mieux que je le peux. Vous savez, nous, à l'Assemblée nationale, les travaux parlementaires ne se sont pas arrêtés. Ouais. On a juste des règles au premier confinement où ça s'était arrêté. C'était en tout cas beaucoup plus strict au premier confinement. Là, maintenant, on a des règles de limitation du nombre de parlementaires. La présence dans l'hémicycle est limitée. Vous l'avez dit, le virus est grave. Ça, c'est un secret pour personne. Vous avez eu le coronavirus, vous ne savez pas? Non, moi, je ne l'ai pas eu. J'ai eu à faire des tests à plusieurs reprises parce que je me suis retrouvé en situation d'être cas contact. Donc, il ne faut pas rigoler avec ça, c'est clair. On est face à une situation qui est grave. Mais pour autant, le fait de dire qu'il faut respecter la discipline sanitaire ne nous empêche pas d'être critique par rapport à ce qui est fait et surtout par rapport aux manières dont les décisions sont prises. Je prends qu'un exemple, mais vous avez vu maintenant, c'est plus le Conseil des ministres qui fait les propositions, c'est un fameux Conseil de défense. Mais il faut en parler parce que ce Conseil de défense, c'est une instance qui a été créée en 1959 pour les décisions de stratégie militaire. Or, c'est pas la guerre? Le président de la République nous dit qu'on est en guerre. Mais le Depuis virus, le début, il le répète qu'on est en guerre. Le virus n'a pas de stratégie. C'est des décisions sanitaires qu'il faut prendre. Mais il attaque. Mais certes, mais voyez, le Conseil de défense, il est sous la coupe du secret défense. Donc les gens qui y participent sont irresponsables pénalement et ne peuvent pas dire ce qui s'y passe. Pourquoi font-ils ça? À mon avis, parce que dans la gestion de la première crise, il y a eu tellement d'erreurs que vous avez vu que certains citoyens ont déposé des plaintes. Il y a eu des plaintes contre Mme Buzyn, contre M. Véran, même contre M. Édouard Philippe. Donc je crois que l'utilisation immodérée par le président de la République de ce Conseil de défense, c'est aussi un moyen finalement de s'exonérer peut-être de cette situation. Vous comprenez ces plaintes? Vous croyez que c'est le moment de déposer plainte aujourd'hui ou on aurait pu attendre un petit peu de gérer le virus? Écoutez, je pense qu'il y a des gens en tout cas qui ont subi de plein fouet les conséquences du virus et qui associent les conséquences qu'ils ont subies aux décisions qui ont été prises et mal prises par le gouvernement. Et puis par ailleurs, moi je le dis, le Conseil de défense, même moi je fais le lapsus, vous voyez, le Conseil scientifique nous annonce qu'il y aura sans doute après la deuxième vague, peut-être une troisième à l'hiver et peut-être même une quatrième au printemps. Alors nous disons une chose, quand à l'aube du déconfinement, Jean-Luc Mélenchon disait à la tribune de l'Assemblée nationale, les médecins nous disent qu'il y aura un risque de seconde vague et donc il faut planifier, il faut organiser les moyens de limiter la circulation du virus. Eh bien aujourd'hui, en plein cœur du confinement, nous disons qu'il va falloir pour la suite
planifier des alternatives au confinement. La France, les Français ne peuvent pas vivre indéfiniment au rythme des confinements et des déconfinements. Bon, et au milieu de tout ça, il y a Jean-Luc Mélenchon qui propose sa candidature à l'élection présidentielle. Sous forme populaire, il faut qu'il réunisse 150 000 votes populaires. Mais alors oui, je suis prêt et je propose ma candidature. Mais, il y a un mais. Je demande une investiture populaire. Franchement, 150 000, c'est petit joueur quand même quand on est Jean-Luc Mélenchon, non? 150 000, pourquoi? Parce que ça fait écho à une proposition de loi que nous avons déposée il y a une dizaine de jours, qui elle-même a été reprise d'un rapport Jospin qui date un peu, mais qui avait été assez largement plébiscité par les Français, qui consistait à dire finalement pourquoi, lors d'une élection présidentielle, on devrait forcément en passer par le filtre des 500 parrainages d'élus. Alors la proposition de loi elle consiste à dire soit vous avez les 500 parrainages d'élus, soit 150 000 citoyens peuvent parrainer votre candidature. Bon, il se trouve que la proposition de loi, pour l'instant, elle n'est pas passée. Nous, on la proposera sans doute lors de notre niche parlementaire au printemps. Mais du coup, les 150 000 choisis dans la démarche Jean-Luc Mélenchon visent d'abord à faire écho à cette proposition de loi. Mais si tout le monde devait réunir 150 000 votes populaires pour être candidat, on pourrait avoir une élection un peu bizarre quand même. Tout le monde pourrait être candidat finalement. Mais moi, je pense que ça pose pas problème. D'accord. Il n'y a jamais trop de démocratie. Voilà, faut se dire ça. Ensuite, il y a une délibération et le peuple est souverain et prend une décision. Vous savez, le vote, ça n'est jamais que ça. Est-ce que si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République en 2022, il y aura une nouvelle constitution? En tout cas, rapidement, je ne sais pas, mais il y aura une assemblée constituante. C'est-à-dire que nous sommes les partisans d'une 6e République. On pense que, notamment, l'abstention est un phénomène qui a une signification politique. On pense que les gens, en gros, ne consentent plus à la règle du jeu. Donc ils disent, si ça continue comme ça, débrouillez-vous sans nous, on n'en veut plus. Donc on pense qu'il faut permettre au peuple, et au peuple directement, de se refonder à travers une assemblée constituante, comme ça c'est déjà fait, y compris dans d'autres pays. Donc l'idée, c'est que si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République en 2022, évidemment, on commence par gouverner dans le cadre qu'on conteste, celui de la 5e République, mais dans le même temps, l'Assemblée constituante travaille pendant une période qui pourrait durer 1 an, 2 ans, et délibérerait pour écrire une nouvelle constitution. Et à la sortie, c'est un référendum qui serait proposé au peuple français pour ou contre le nouveau projet de constitution. Est-ce que si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République en 2022, le professeur Raoult sera au gouvernement? Non, je ne crois pas. Moi, j'ai découvert une chose à travers la crise sanitaire. Je pensais que le niveau de controverse aussi fort qu'on connaissait, il était réservé au domaine politique. Ouais. J'ai découvert, même si ce n'est pas d'aujourd'hui, qu'il y avait extrêmement de controverses dans le domaine scientifique. Maintenant, il faut écouter la parole de tout le monde. Et nous, quand le professeur Raoult parlait, quand la plupart des tenants du système commençaient par lui tirer dessus à boulet rouge en disant il n'a pas le bon physique, etc. Non, nous, on savait qu'on avait affaire à quelqu'un de sérieux qu'il fallait écouter. Après, il s'est un peu trompé quand même depuis. Mais oui, mais après, chacun fait son miel de ce qui est dit. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du professeur Raoult, mais en tout cas, en tant que scientifique et à son niveau, il méritait d'être écouté, comme les autres qui disaient l'inverse. Et puis après, la décision politique, avec ce qu'elle a sous les yeux, elle tranche. Est-ce que si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République en 2022, les allocutions présidentielles se feront sur Twitch? Mais pourquoi pas? Bon, Jean-Luc Mélenchon... C'est quelque chose auquel vous êtes attaché. Jean-Luc Mélenchon, il est connu pour être en quelque sorte très en avance sur l'utilisation des réseaux sociaux et ça s'est remarqué, et je pense que c'était déjà le cas de la précédente campagne, et c'est vrai que depuis 2016, le nombre des réseaux sociaux utilisés s'est considérablement accru, il y en a beaucoup plus. Ouais, bien sûr. La dernière fois, il a fait, en sortant de TF1 et de son annonce de candidature, il a fait, je pense que c'est inédit en politique, il a fait en direct, en simultané, sur 6 réseaux sociaux. Et on voit bien une chose, c'est que ces différents réseaux touchent un public qui est différent. Twitch, c'est beaucoup une communauté de gamers. Ouais. Vous avez TikTok où c'est des très jeunes. Vous êtes sur TikTok, vous? Non, moi j'y suis pas encore, mais j'y réfléchis. Vous êtes encore jeune en plus. Ouais, non, mais il faut aller là où se trouvent les gens. Hein. C'est pas aux gens de venir à la politique, il faut que la politique vienne à eux. Donc quand les gens utilisent ce type d'outils, c'est très astucieux, disons, que d'y aller soi-même. C'est intéressant ce que vous dites sur les jeunes. Est-ce que si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République en 2022, le vote sera autorisé à 16 ans ou On pas? aimerait, c'est dans le programme en tout cas, on le défend, donc oui, si nous sommes élus, c'est ce que nous ferons. C'est vrai que si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République en 2022, on mangerait moins de viande? Oui, on aimerait aussi faire en sorte que ce soit le cas, c'est incroyable, c'est dans votre programme. En tout cas, on voudrait tendre vers ça. Ça ne veut pas dire qu'on va aller, on va pas ramener la police nationale jusque dans les foyers pour voir ce que les gens mangent. Mais je pense que tout le monde comprend qu'on fait face à un changement majeur qu'on va devoir affronter, qui est le changement climatique, et qu'un certain modèle industriel, un mode de consommation, va être à revoir. Alors il ne s'agira pas de l'imposer brutalement, mais il faut tendre vers ça. Est-ce que si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République en 2022, on pourra toujours faire des caricatures? Évidemment. Et ça sera encouragé. C'est extrêmement important parce que là, on est sur quelque chose qui est fondamental en France. La liberté d'expression, c'est quelque chose qui est très précieux. Il y a une liberté qui est absolument illimitée, c'est la liberté de conscience. Et la liberté d'expression, elle est limitée par un cadre qui est la loi. Et en l'occurrence, il n'y a pas de délit de blasphème, par exemple, en France. Il y a des pays où ça existe. Hein. Il y a des pays, d'ailleurs, avec lesquels on commerce
comme l'Arabie Saoudite, où le blasphème il est rudement condamné. Et oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a le droit de caricaturer, on a le droit d'être... Et c'est d'ailleurs normal, on peut être offensé, choqué par des caricatures. Si vous, si moi, mais vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Et il faut expliquer, s'agissant des caricatures de Charlie Hebdo par exemple, qu'il y a bien une distinction à faire entre la caricature, la satire d'une religion, et de toutes les religions, et le fait de s'en prendre à des personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposée à une religion, qui ça est du racisme et ça est puni par la loi. Adrien Quatennens, vous comprenez quand même que votre position sur la laïcité à la France insoumise n'est pas claire pour tout le monde. Ça vous énerve quand on dit qu'on ne peut pas être Obono et Charlie Hebdo en même temps? Vous comprenez qu'on puisse dire ça ou pas? Non, je ne le comprends pas et surtout je veux m'en expliquer. Nous sommes, je le dis, compte tenu du programme de la France insoumise, les plus conséquents en matière de laïcité et de république. Mais je crois que trop souvent, ceux qui utilisent la république et la laïcité, vous savez, avec une forme autoritaire, en fait, la comprennent même pas. Que nous a-t-on reproché? Puisqu'on va mettre les pieds dans le plat. On nous a reproché la participation à une marche dont personne ne rappelle qu'elle a existé en réaction à un attentat contre une mosquée. Il n'y avait aucune initiative gouvernementale. Et il se trouve que plusieurs organisations, dont je le rappelle la CGT, la FSU, des membres du Parti communiste français, des Verts, ont appelé à cette marche en réaction à un attentat. Et nous nous y trouvions. Et dans cette marche, on a chanté la Marseillaise, on a acclamé la laïcité. Et parce qu'au bout de la marche, vous avez eu 2-3 personnages... Mais c'est un problème. C'est un problème. Alors, et vous le dénoncez. C'est un problème, mais il y a 2-3 personnages qui n'étaient pas représentatifs de la marche, et sans doute qu'il y avait d'autres raisons d'être. Et pour pouvoir mieux taper Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, on a voulu résumer la marche à ça. Mais c'est dangereux. Regardez, quand nous avons marché pour Charlie, il y avait des dictateurs dans la marche. Est-ce qu'on a dit c'est la marche des dictateurs? Non. De la même manière, quand nous avons marché pour Madame Mireille Knoll, qui avait subi un assassinat antisémite. Un groupuscule violent s'en est pris aux élus insoumis. Nous étions ceints de nos écharpes tricolores, et un groupuscule violent s'en est pris à nous. Est-ce que pour autant, nous aurions dû confondre la marche avec ces violents et ne pas y être? Non. Donc c'est même en républicain que nous y sommes allés. Parce que quelle que soit leur religion, ou même leur absence de religion... Tout le monde pense ça chez vous? Tout le monde le pense. Mais c'est très clair. Vous savez, je vais vous dire les choses. Dans la France insoumise, qui est un mouvement, qui n'est pas un parti, qui fait d'ailleurs que... Non mais c'est important parce que ça explique aussi notre diversité. Oui, nous avons des parcours politiques divers. Oui, nous avons des histoires politiques diverses. Mais le contrat qui nous lie, ça s'appelle un programme qui est public, qui s'appelle l'Avenir en commun. C'est celui que nous défendons comme force d'opposition et c'est celui que nous appliquerons si demain nous sommes au pouvoir. Et ce programme est insoupçonnable du point de vue de l'idéal républicain et de la laïcité. Ça a le mérite d'être clair. Et je termine en vous disant que les républicains et les laïcs devraient être les premiers à mener le combat antiraciste. Parce que la laïcité, ça n'est pas un athéisme d'État ou la détestation d'une religion. La laïcité, c'est le fait de dire chacun est libre de croire ou de ne pas croire, mais la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Et surtout, la laïcité, c'est aussi le fait de dire, et ça on l'oublie tout le temps, qu'on est égaux devant la loi. Quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau. La question d'Alix aujourd'hui, c'est est-ce que c'est dur d'avoir 20 ans en France aujourd'hui? Regardez ce qu'elle en dit. Le 14 octobre, le président de la République Emmanuel Macron déclarait la chose suivante. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Est-ce que c'est dur d'avoir 20 ans en 2020? Alors oui, d'un côté parce que on a l'impression qu'on n'a pas vraiment le droit de se plaindre. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, mais comme je pense que c'est dur pour tout le monde en fait d'être en 2020. C'est vrai que c'est dur, mais il ne faut pas oublier que c'est temporaire. Dur au niveau des cours parce que c'est pas forcément facile d'avoir des cours à distance. T'en penses quoi des cours en ligne? Je trouve que c'est quand même toujours plus agréable d'être en présentiel quoi, que d'être derrière un écran. Anecdote, depuis qu'on est passé sur le full online, du coup depuis le début de cette année, ma vision a baissé et j'ai dû commencer à mettre des lunettes anti-lumière bleue. Et qu'est-ce qui te manque le plus depuis l'arrivée du coronavirus dans nos vies? Sortir voir mes amis. Surtout faire la fête. Marcher dans la rue librement. Je pense que c'est les visages, ouais. La spontanéité. Peut-être voyager aussi. Il est clair qu'avoir 20 ans en 2020, c'est loin d'être facile. Mais vous, monsieur Quatennens, avoir 20 ans maintenant, ça vous ferait pas rêver? Vous rêveriez d'avoir 20 ans aujourd'hui ou pas? Non. Non? Non. Vous vous rappelez de vos 20 ans? Ouais, mais il n'y a pas si longtemps, hein. Il y a jamais que 10 ans. Mais non, c'est vrai que c'est spécialement dur parce qu'on vit une époque, et donc les jeunes de 20 ans vivent une époque où aujourd'hui l'État, la police décide de l'heure à laquelle ils doivent rentrer chez eux, de combien de personnes ils ont le droit de voir, combien de personnes ils ont le droit d'avoir autour de la table. Puis il faut rappeler une chose, c'est que nous sommes des êtres sociaux, nous sommes faits pour ça. Ouais. La vie, c'est pas simplement subvenir à ses fonctions vitales, manger, dormir. On est fait pour ça, pour se rencontrer, pour avoir des rapports sociaux. Et il y a un tas de choses où la jeunesse s'adonne habituellement qui sont aujourd'hui interdites. Alors pour des raisons qui sont des bonnes raisons. Il y a un virus qui est dangereux, qui peut être dangereux d'ailleurs pour des jeunes de 20 ans, mais qui aussi le transmettent à des grands-parents chez qui parfois ça peut être fatal. Mais il y a plein de choses qui nous sont interdites. Moi-même, vous voyez, il y a plein de choses auxquelles j'aspire.
Je veux dire, je suis un mélomane absolu. Régulièrement, quand j'avais l'occasion, entre 2 séances à l'Assemblée nationale, j'allais voir des concerts. C'est plus possible. Que j'ai lu que vous auriez pu devenir chanteur. Je sais pas, il y a plein de choses que j'aurais aimé faire. Il paraît que vous avez fait Graines de Star. Non, mais quand vous avez fait le casting de Graines de Star. J'ai fait le casting de Graines de Star, ouais, quand j'étais tout minot, vraiment. Et vous avez chanté du Johnny Hallyday. Exactement. C'est pas de gauche, Johnny Hallyday. Quelle chanson? Non, j'avais chanté Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday. Mais moi, Johnny Hallyday, j'ai un rapport très particulier. Si vous voulez, j'ai ma grand-mère qui m'a mis devant un concert de Johnny en vidéo, j'avais 3 ans. Et de mes 3 ans à mes 13-14 ans, ça a été exclusif. C'était plus qu'un artiste pour moi, c'était mon héros, quoi. Mes potes avaient Spider-Man et Batman, et puis moi j'avais Johnny Hallyday. Et je croyais que c'était de la fiction d'ailleurs. Bon, après, il y a une période à l'adolescence où on l'assume un peu moins. Quand j'ai commencé à découvrir Bob Marley, Nirvana, c'était un peu plus acceptable pour mon entourage que Johnny Hallyday. Mais on y revient après avec une forme de nostalgie tout de même. S'il y a une chanson de Johnny Hallyday pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon que vous retenez? Il y en a tellement. Allumer le feu, je crois que c'est ce qui met le plus l'ambiance dans les meetings. Il y aura des hologrammes pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi pas. En pleine période de Covid. Vous savez, on a beaucoup innové la fois précédente. Et là, on va être encore plus obligé de le faire parce qu'avec potentiellement une partie de la campagne qui va se jouer sous confinement, on a plutôt intérêt à innover. Et je salue les équipes de la France Insoumise qui font un travail numérique formidable. Avant d'accueillir Léa Chamboncel sur le plateau, on a un cadeau. On offre toujours un cadeau à notre invité. C'est très sympa. Voilà le vôtre. Ça vient d'une librairie. Elle n'était pas fermée, celle-là? Non, elles sont ouvertes. Ah, click and collect. Waouh, magnifique. Click and collect. Et vous allez voir justement, c'est un rapport parce que je sais que vous vous battez pour les petits commerces. L'éloge du magasin. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Magnifique. Non, je ne l'ai pas lu et je ne l'ai pas non plus. Ça met en avant le fait que les magasins, les petites librairies de quartier sont importantes. C'est le moins qu'on puisse dire. On a vu là des scènes absolument incroyables. Enfin, on ferme les petits commerces. De mon point de vue, c'est incohérent. Et parce que les petits commerces ferment, on a dit on va fermer les rayons des librairies dans les magasins. Et vous avez vu comme moi, ces scènes incroyables avec des rayons livres. On a balisé en disant interdit livre. Ouais. C'est quand même, l'imagerie est terrible. Donc oui, c'est extrêmement important. Et moi, j'ai bon espoir que le gouvernement entende raison sans trop tarder là-dessus. Parce que je suis persuadé que les libraires peuvent mettre en place des protocoles sanitaires comme tous les petits commerçants. S'il y a trop de monde, on envisage de faire la file d'attente devant la librairie et puis voilà, on s'organise. Je conseille ce livre, Vincent Chabot, L'éloge du magasin, c'est magnifique, ça fait vivre l'économie de quartier. Il a bien vu les choses, c'est que derrière on a ceux qui en profitent, Amazon, Jeff Bezos, il y a des gens qui, alors qu'on a cette situation sanitaire et sociale désastreuse, se remplissent bien les poches. Hein. Vous avez vu quand même, en un an, les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 60%, et dans ce pays, les 0,1% les plus riches ont augmenté leur fortune d'un quart. Et dans le même temps, parce qu'il y a un lien entre les deux, la pauvreté s'étend. C'est Victor Hugo qui disait « c'est de l'enfer des pauvres qui fait le paradis des riches ». Bah oui, il y a un peu de ça. Merci Adrien Quatennens d'avoir répondu à toutes ces questions. On va passer au débat. Bonjour Léa Chamboncel. Bonjour Alex. Je vous présente Adrien Quatennens. Bonjour Monsieur le député. Tu es podcasteuse, deux podcasts, Place du Palais Bourbon et Popol que tu viens de lancer. Absolument, le premier podcast politique qui laisse la parole exclusivement aux femmes. Ça fait du bien, faut l'écouter. Merci. Tu voulais lancer un débat sur est-ce qu'on vote pour une personnalité politique ou pour des idées politiques. Mais avant, je crois que tu as une question pour Monsieur Quatennens. Vous avez donc à peine 30 ans, vous aviez 27 ans quand vous avez poussé pour la première fois les portes de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? D'où vient votre engagement politique? Ça a été un parcours au fur et à mesure. Moi, pendant des années, à partir du moment où j'ai décidé de m'engager, c'était en 2012, lors de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Pendant des années auparavant, j'étais juste en observateur, disons. Mais là, en 2012, j'ai eu envie de m'engager. Je suis devenu militant bénévole. J'avais en quelque sorte une deuxième journée qui commençait après ma journée de travail, qui était la journée du militant politique, en plus de l'autre journée. Et puis, en participant vraiment au cœur de la campagne présidentielle de 2017, à la fin, quand arrivent les législatives, et très tard, alors que quasiment tous les autres candidats étaient déjà préparés, on m'a dit pourquoi pas. Et j'y suis allé et j'ai fait les choses, franchement, ceux qui ont participé à ma campagne, c'était vraiment une campagne avec peu de moyens, à l'huile de coude, mais avec beaucoup de conviction. Et puis voilà, on l'a fait. Et c'est vrai que moi, j'essaye de jamais banaliser ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que quand je franchis le seuil de l'Assemblée nationale, j'essaye de convoquer toujours le souvenir de la première fois où j'y suis rentré. Parce que vous l'avez dit, c'est pas banal et il faut s'en rendre compte. On est là pour représenter des gens et puis on met ses pas dans les pas de personnes qui ont compté. Je veux dire, dans cet hémicycle, il s'est passé quand même beaucoup de choses dans notre histoire. Et je pense qu'il ne faut pas se griser et s'habituer à ça. Donc là, ça fait 3 ans que vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes l'une des personnalités politiques les plus médiatisées en France. Au sein de la France insoumise, il y a quand même cette personnalité de Jean-Luc Mélenchon qui est très forte, qui incarne vraiment l'idéologie du mouvement. Comment vous vous positionnez par rapport à une personnalité aussi forte? Je crois qu'il faut que vous vous rendiez compte que pour un jeune de 30 ans comme moi, être un compagnon de route et de combat quotidien de Jean-Luc Mélenchon, d'un personnage comme lui, c'est quelque chose, on apprend beaucoup. Il y a une forme de transmission qui se fait dans la
l'action politique. C'est vrai qu'on est tous les jours au combat, mais à côté de ça, il y a aussi une forme de filiation qui s'opère. Donc ma relation à lui, c'est une relation qui est d'abord politique, mais qui petit à petit est devenue une relation aussi d'affection. Et moi, c'est vrai, je le dis, j'ai pas peur de le dire, je crois à la fidélité et la loyauté en politique. Parce que je considère qu'il est toujours le mieux placé à cette heure pour représenter notre camp, notre famille politique, je le soutiens. Et croyez-moi, si j'étais convaincu d'autre chose, je le dirais. Personne ne me demande de dire Jean-Luc Mélenchon est formidable. Je pense qu'il est notre meilleur atout. Alors oui, c'est assez intéressant. Alors il a proposé sa candidature à la présidentielle pour 2022. C'était pas tout à fait surprenant, personne n'a été vraiment surpris de cette proposition. C'est même très honnête, moi j'ai trouvé enfin un candidat qui admet être candidat. Par ailleurs, je me suis dit, quand même, ça fait 3 fois qu'il la tente. Au sein de la France Insoumise, j'ai l'impression qu'il y a quand même des candidatures un peu plus disruptives, qui sont un peu moins... comment dire, il se dit anti-système, mais finalement c'est un produit du système. Il est dans le paysage politique depuis les années 80. Vous n'étiez même pas né. Enfin, c'est quand même quelque chose, non? Mais je pense justement que c'est un atout dans la période qu'on vit. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, c'est 40 ans de vie politique, 40 ans de combat politique, 40 ans de persévérance, de cohérence, y compris avec des ruptures dans sa vie politique quand il a estimé, par exemple, que le Parti Socialiste auquel il a longtemps été adhérent, à un moment donné, moi je me souviens, il m'explique ça, il me dit en fait, c'est pas moi qui ai changé, c'est le parti auquel j'ai adhéré qui est plus le même. Donc je change, je fais autre chose, quitte parfois à tout reprendre de zéro et à prendre y compris des risques. Je veux dire, il n'a pas considéré les choses en termes de carrière, mais de cohérence politique. Et donc l'expérience accumulée, aujourd'hui, pour moi, fait qu'il est le mieux placé. Vous savez, entre le citoyen qui regarde la vie politique et l'émetteur principal qu'il est, il y a un filtre déformant qui s'appelle les médias en général. Oh. Non mais je le dis parce que c'est important. Non mais si vous voulez, moi qui suis, là, les médias, mais moi je vais, je pense prochainement, pourquoi pas prendre la plume et raconter ce qui se passe derrière, parce que je trouve qu'il y a ce miroir déformant qui fait que, et Jean-Luc Mélenchon lui-même l'avait dit une fois, il avait une une de Libé, on le voit et dit je ne suis pas ma caricature. C'est-à-dire à un moment donné, voyez ce que nous sommes et ce que nous proposons. On ne peut pas résumer, pour le dire autrement, 40 ans de vie politique à une séquence de 40 secondes isolée de son contexte. Voilà. Et donc oui, comme je pense que cette carte par ailleurs ne pourra pas être jouée éternellement, mais qu'elle est encore dans le jeu, je pense que c'est la meilleure. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup d'éléments le vérifient jusqu'à l'engouement autour de la proposition de candidature. On a besoin d'une campagne de temps long pour convaincre, et on en a marre d'être enfermé dans un vote contre. On l'a dit. On a ras-le-bol de voter contre. Il ne s'agira pas d'être contre Macron justement, ma question, alors, il faut voter pour une personne sur le débat. Ou pour un programme? Alors d'abord, moi j'aimerais qu'on vote tout court parce qu'il y a beaucoup trop d'abstention, je l'ai dit, et je considère que l'abstention a une signification politique et que c'est pas le virus uniquement qui va expliquer l'abstention quand il y en a. Bien sûr, le virus l'a aggravé, mais je pense qu'en fait l'abstention elle dit quelque chose du moment, et notamment le non-consentement aux institutions, au fonctionnement et à la monarchie présidentielle. Vous vous souvenez du taux d'abstention pendant votre élection au deuxième tour des législatives? Je ne l'ai plus en tête, mais ça a été énorme. 56,7%. C'est écrasant. Voilà, ça veut dire qu'on est toutes et tous élus avec une part du corps électoral qui est, il faut le dire, ridicule. Partie, plus de la moitié, bien sûr. On a vu les dernières législatives partielles. Vous avez des bureaux de vote. Vous avez des bureaux de vote où vous faites un score en valeur absolue qui vous permettrait même pas d'être délégué de classe à l'école. Mais il faut se le dire quand même. Il faut se le représenter. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'on vote pour un homme ou un programme? Incontestablement, nous qui voulons passer à la 6ème République, on est quand même bien obligé de, pour y arriver, jouer dans un cadre qu'on conteste, celui de la 5e. Et de fait, la 5e et l'élection présidentielle, elle est, malgré nous, hyper personnalisée. L'élection présidentielle, ça reste, qu'on le veuille ou pas, la rencontre entre une femme et un homme et le peuple français. Pour autant, et Jean-Luc Mélenchon l'a toujours dit, il n'est pas le candidat d'un camp, il est le candidat d'un programme. Le candidat, c'est le programme. Alors justement, c'est intéressant, et après je laisserai la dernière question à Léa, c'était le programme. Quand on entend Jean-Luc Mélenchon dimanche soir, il dit « je suis la lumière ». Je peux être dit « je suis la lumière ». Non mais d'accord. Vous parliez de caricature, c'est votre droit le plus complet, mais là vous en faites non, une. Mais il a dit quand c'est nuit noire et qu'il n'y a rien au bout du tunnel, il faut une lumière. Il se compare à une lumière, enfin il se compare. Il se compare pas lui. Je vais trop loin. Il compare notre proposition politique. Mon programme, tout le monde le connaît. Est-ce que finalement il n'y a pas un peu aussi la grosse tête dans ce qu'il dit? Il a résumé le programme dimanche, mais en gros ce programme, il est balisé par quelques mots d'ordre qui sont assez simples. On veut fonder la 6ème République, on veut vaincre la pauvreté, partager les richesses, engager la bifurcation écologique, protéger la paix civile, produire en France. Il y a des choses, quelques mots d'ordre, une dizaine, qui disons sont la grande matrice de ce programme. Et le programme est toujours discutable. Il a recueilli 7 millions de voix à la précédente élection, ce qui est déjà beaucoup. On ne dit pas à nos potentiels partenaires, à ceux qui voudraient faire équipe avec nous, c'est à prendre ou à laisser. Il se trouve qu'en ce moment même, on le remet en discussion. Contrairement à tous les autres qui parfois se disent « allez, on réinvente tout », voire qui proposent aujourd'hui des choses absolument contraires avec ce qu'il racontait il y a quelques années. Ce qu'on ne peut pas retirer à Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y a un fil rouge tout au long de sa vie politique avec une cohérence intellectuelle. Admettons, il arrive quelque chose à Jean-Luc Mélenchon et il n'est pas en capacité de porter cette candidature en 2022. Qui pour le remplacer au sein de la France Insoumise?
Je vois pas quelle raison l'empêcherait. En plus, moi, je suis au quotidien avec lui et je vois qu'il est très en forme. Il peut en avoir marre. Il peut se dire, c'est long encore 1 an et demi. Non, vous voyez, quand il a pris le temps de décider pour sa proposition de candidature, tout le monde dit oui, c'est fait d'avance. Politiquement, il y avait l'opportunité, mais il faut supporter aussi que derrière ça, il y a une décision qui est très personnelle. Enfin, moi, j'ai vu de près ce qu'était une campagne présidentielle à ses côtés. Franchement, c'est un égout, quoi. Quand on voit le niveau des attaques qui sont... Voilà, faut aussi le supporter. Donc, il y a une décision personnelle. Donc pour moi, il n'a pas de raison d'être empêché. Mais disons une chose à nos adversaires, si d'une manière ou d'une autre, un jour, ils étaient débarrassés de Jean-Luc Mélenchon, il y en a beaucoup d'autres. On voit bien les équipes qui ont été constituées autour de lui, qui pourraient effectivement le faire. Est-ce qu'il a un dauphin ? Mais il y en a plein. Ou une dauphine. En réalité. Il y en a plein. Moi, je suis devant vous, je ne vais pas dire que j'en suis pas, mais il y en a plein d'autres. Regardez ma collègue Mathilde Panot, regardez même une génération, Éric Coquerel, Alexis Corbière, Daniel... Il y en a plein en fait. Vous semblez mieux passer quand même. Il y en a plein. Alors il y a quelques cadres des LFI, effectivement, mais qui se distinguerait? Que se passerait-il? Vraiment. Est-ce que vous avez envisagé cette situation ou pas au sein des LFI? Non. En réalité, non, c'est vrai. Il y a certains partis là, qui vont être enfermés jusqu'à l'été prochain dans une pouille interminable pour savoir qui va être candidat. Nous, il se trouve qu'on n'a pas ce problème. Et c'est pas artificiel. C'est-à-dire quand on se retrouve autour d'une table... Mais en termes démocratiques, ça pose pas de problème? Il y a une discussion. Dire Jean-Luc Mélenchon, pas plus tard que samedi dernier, je vous le dis, samedi dernier, il réunit tous les parlementaires européens, parlementaires de l'Assemblée, et on est dans la discussion, il dit... Très raisonnablement, si l'un de vous propose sa candidature, qu'on en discute vraiment. Et dans le tour de table, même s'il peut y avoir parfois des avis sur le calendrier, etc., personne ne propose sa candidature. Et voilà, pour autant, des talents, il y en a. Et d'ailleurs, des talents qu'il a su, lui, faire émerger. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon est finalement votre nouveau Johnny Hallyday? Non, c'est pas le même rapport. C'est pas le même rapport. Je pense que je goûterai assez mal les discours politiques de Johnny Hallyday et peut-être pas très bien non plus les chansons de Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup, Adrien Quatennens, d'être venu sur le plateau d'Indécis. Avec plaisir, à très bientôt. Merci Léa Champoncel. Avec plaisir. Je rappelle que tu es podcasteuse, Place du Palais Bourbon et Popol, le nouveau podcast. On vous revoit bientôt, peut-être déclaration de candidature en 2027? On en reparlera. On a le temps d'ici là. On a le temps, je reviendrai avant, j'espère. Merci à vous, à bientôt. Alors, elle était pas mal cette interview avec Adrien Quatennens, non? Si ça vous a plu ou que vous avez des questions, mettez des commentaires, likez nos vidéos et abonnez-vous à la chaîne, c'est important pour nous. En attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous, à vos proches, en respectant tous les gestes barrières, je compte sur vous. Et moi je vais chanter un petit Johnny Hallyday et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.